Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce mercredi 17 septembre. L'entité sioniste poursuit son génocide contre les Palestiniens dans la bande de Gaza, faisant depuis ce matin près de 80 martyrs au deuxième jour de l'offensive militaire terrestre majeure sur la ville de Gaza. L'Iran annonce être prêt à trouver une solution juste et équilibrée avec les Européens sur son dossier nucléaire à l'issue d'un entretien entre le chef de la diplomatie iranienne et ses homologues français, allemands et britanniques. Les Français de nouveau en colère après bloquons tout. La semaine dernière, les organisations syndicales appellent à faire grève et manifester pour contester des mesures budgétaires qualifiées de brutales. Et puis le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est dit prêt à rencontrer ses homologues américains et russes Donald Trump et Vladimir Poutine sans conditions préalables, au moment où Moscou affirme maintenir le cap face aux menaces des sanctions européennes. Bonsoir à tous. Le génocide contre les Palestiniens dans la bande de Gaza se poursuit pour le 712e jour consécutif. L'entité sioniste continue de pilonner l'enclave palestinienne, particulièrement la ville de Gaza, faisant depuis ce matin au moins 75 martyrs, dont plus de 50 rien que dans la ville de Gaza. Les autorités sanitaires palestiniennes ont indiqué ce matin que les corps de 98 martyrs et 385 blessés ont été acheminés vers les hôpitaux de Gaza au cours des dernières 24 heures. Et depuis le 7 octobre 2023, le bilan des victimes de ce génocide s'est alourdi à 65 062 martyrs et 165 697 blessés. Bombardements, déplacements forcés et destruction. Les habitants de la ville de Gaza vivent un véritable enfer, et ce au deuxième jour de l'offensive militaire terrestre majeure lancée sur la ville de Gaza. Le point avec Mohamed Wali Ben Sha'ban. L'invasion terrestre majeure menée par l'armée d'occupation sioniste contre Gaza-Ville se poursuit pour le deuxième jour consécutif, plongeant la partie nord de la bande de Gaza dans un cauchemar sécuritaire et humanitaire. Alors que les bombardements s'intensifient, des dizaines de familles palestiniennes sont contraintes de fuir leur maison sous le feu, dans des conditions extrêmes, sans accès à un refuge sûr ni à une assistance humanitaire. Les attaques ciblant plusieurs quartiers ont causé de nombreuses pertes humaines. Cette offensive est menée alors que Gaza est coupée de tout réseau d'électricité, de télécommunications et d'Internet, isolant davantage les habitants et entravant les secours, dans une tentative de favoriser le déplacement forcé des détenteurs de la terre. La situation à Gaza atteint un niveau de gravité alarmant. L'isolement, les attaques contre les infrastructures civiles et sanitaires, ainsi que les déplacements forcés des populations civiles. Au même moment, les victimes palestiniennes continuent de tomber en martyrs du fait d'une famine provoquée par l'occupant sioniste. Les conditions de déplacement imposées aux civils palestiniens s'apparentent à un déplacement forcé, ce qui constitue une violation flagrante du droit international humanitaire. Les populations fuient les bombardements en masse, contraintes d'abandonner ce qui reste de leur maison et abris de fortune, sans destination sûre, dans un contexte de pénurie généralisée de nourriture, d'eau potable et de médicaments. Parmi les attaques les plus choquantes figure le bombardement à 3 reprises et à quelques minutes d'intervalle de l'hôpital pour enfants à Gaza. Cette attaque menée par l'artillerie sioniste vise manifestement à mettre hors service les infrastructures médicales restantes après des mois de siège et de destruction répétées. Ce nouvel acte s'ajoute à une longue série de frappes sur des établissements de santé, des ambulances et du personnel soignant, faisant dire à plusieurs organisations internationales que l'invasion militaire en cours s'apparente à une stratégie de destruction systématique du secteur sanitaire.
Ni maison, ni tente n'échappent au raid quasi ininterrompu de l'aviation sioniste. Beaucoup de Gazaouis n'ont plus aucun abri. L'entité sioniste transforme leur vie en véritable cauchemar. Les déplacés comme Mohamed Al-Bayari défient constamment la mort pour que survivent leurs enfants. J'ai été déplacé de Beit Hanoun vers le quartier de Tashrih, zone d'hébergement des déplacés. Maintenant, je vais être déplacé vers l'endroit où les Israéliens nous ont dit d'aller. Mawassi, Khan Younes, Adair el-Balah, car c'est aujourd'hui le premier jour où les soldats d'occupation ont lancé leur offensive terrestre. Et face à ces agissements, la Commission européenne a proposé ce mercredi de nouvelles sanctions contre l'entité sioniste. Les 27 États membres vont devoir se prononcer sur un surcoût tarifaire visant les produits importés de l'entité sioniste et des mesures à l'encontre de 2 ministres d'extrême droite du gouvernement du criminel de guerre Netanyahou. Today in the college we also addressed the war in Gaza. L'avancée du gouvernement israélien dans la ville de Gaza constitue une nouvelle escalade de la guerre et aggravera encore la crise humanitaire. La Commission a adopté une proposition de suspension partielle des concessions commerciales. Le commissaire Sefcovic vous informera des détails de l'accord commercial dans un instant. Il s'agit d'améliorer la situation humanitaire à Gaza. Tous les États membres conviennent que la situation à Gaza est intenable. La guerre doit cesser, les souffrances doivent cesser et tous les otages doivent être libérés. Nous devons utiliser tous les moyens à notre disposition pour parvenir à ce résultat. Nous ne devons pas non plus perdre de vue les évolutions dangereuses en Cisjordanie et qui compromettront la viabilité d'une solution à 2 États. De son côté, le pape Léon XIV a dénoncé ce mercredi le lancement de l'offensive militaire sioniste majeure qui accélère le déplacement des habitants de Gaza. À la fin de son audience générale hebdomadaire, place Saint-Pierre, au Vatican, le pape a aussi souligné les conditions inacceptables dans lesquelles continue de survivre le peuple palestinien contraint, une fois de plus, par la force de quitter ses terres. J'exprime ma profonde proximité avec le peuple palestinien de Gaza, qui continue de vivre dans la peur et de survivre dans des conditions inacceptables, contraint une fois de plus de quitter son territoire. Devant le Seigneur Tout-Puissant qui nous a ordonné de ne pas tuer, devant toute l'histoire de l'humanité, chaque personne possède une dignité inviolable qui doit être respectée et protégée. Je renouvelle mon appel à un cessez-le-feu, à la libération des otages, à une solution diplomatique négociée et au plein respect du droit international humanitaire. J'invite chacun à se joindre à moi dans ma prière sincère pour qu'une aube de paix et de justice puisse bientôt se lever. Je vous le disais en titre, l'Iran a annoncé être prêt à trouver une solution juste et équilibrée avec les Européens sur son dossier nucléaire, selon le chef de la diplomatie Abbas Araghchi, après un entretien téléphonique avec ses homologues français, allemands et britanniques. Ces derniers ont signifié à l'Iran qu'ils attendaient des gestes tangibles sur son programme nucléaire pour éviter un rétablissement des sanctions. Auparavant, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Ismail Baqai, a affirmé que ces discussions devraient s'articuler autour du rétablissement des sanctions snapback des Nations Unies contre l'Iran, dont le processus a été déclenché fin août par les Européens. Cet après-midi, un entretien téléphonique aura lieu entre le ministre des Affaires étrangères de notre pays et 3 ministres des Affaires étrangères de puissance européenne. La haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité devrait également être présente.
La République islamique d'Iran a le droit, si les autres parties ne respectent pas leurs engagements réciproques ou cherchent à exercer des pressions sur l'Iran par des moyens oppressifs, de prendre des mesures réciproques, bien entendu, dans de telles circonstances, étant donné que la nature du problème changerait fondamentalement, nul ne peut prétendre que l'Iran doive rester fidèle à l'accord. Dans l'actualité aussi, l'Algérie a réitéré son soutien aux efforts du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, et de son envoyé personnel, Staffan de Mistura, en vue de parvenir à une solution juste, durable et définitive à la question du Sahara occidental, garantissant au peuple sahraoui son droit inaliénable et imprescriptible à l'autodétermination conformément aux résolutions pertinentes des Nations Unies. Une position réaffirmée lors de la visite à Alger de Staffan de Mistura dans le cadre de la préparation de la réunion du Conseil de sécurité sur la question du Sahara occidental prévue au mois d'octobre prochain. Le point avec Reddin Bataj. Staffan de Mistura à Alger, l'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies, s'est entretenu avec le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères algérien, Ahmed Attaf, à quelques jours seulement d'une réunion cruciale au Conseil de sécurité quant à l'avenir du mandat de la MINURSO. En effet, le combat du peuple sahraoui en faveur de l'autodétermination fera l'objet d'un rapport présenté par de Mistura en octobre prochain afin d'évaluer les efforts de l'envoyé onusien visant à mettre en œuvre ce mandat. Fidèle à ses principes, l'Algérie soutient le droit du peuple sahraoui à disposer de lui-même dans le cadre des règles du droit international et des résolutions du Conseil de sécurité. Le soutien aux efforts du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, et de son envoyé personnel, Staffan de Mistura, en vue de parvenir à une solution juste, durable et définitive à la question du Sahara occidental, garantissant au peuple sahraoui son droit inaliénable, imprescriptible à l'autodétermination, conformément aux résolutions pertinentes des Nations Unies, a de ce fait été réaffirmé par Ahmed Attaf lors de cette rencontre. Attaf n'a pas omis de rappeler, dans les cadres des entretiens bilatéraux, l'attachement de l'Algérie à la nécessité de promouvoir la doctrine onusienne consacrée dans le domaine de la décolonisation, saluant le rôle de la mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental en tant que l'une des formes de l'engagement de la communauté internationale en faveur de la décolonisation du Sahara occidental, dernière colonie du continent africain. Voilà, c'était donc le récit de Leila Guertal. Et à quelques jours de la célébration de la Journée mondiale de la paix, le débat sur son rapport au droit international s'impose. L'Algérie en a fait un credo, mieux encore, une boussole pour sa diplomatie afin de ne jamais dévier de la légalité internationale dans ses prises de position. Dans un monde plus que jamais bouleversé par la géopolitique, le temps et les événements lui donnent raison. Reddin Bataj. Le droit international, tout le droit international, rien que le droit international. À l'heure où ce socle des relations entre nations connaît un recul inédit dans l'histoire moderne, sous l'impulsion de va-t-en-guerre et d'architectes d'un ordre mondial à géométrie variable, l'Algérie campe sur ses principes. Son cap, ne jamais s'écarter de la légalité internationale et soutenir jusqu'au bout l'achèvement des processus de décolonisation entamés au milieu du siècle dernier. The national flag of Algeria. Née des entrailles de la résistance, l'Algérie a fait de la défense du droit un véritable logiciel diplomatique qu'elle manie avec une maîtrise forgée dans l'épreuve. Dans le ciel souvent sombre de l'injustice, elle demeure une voie rare, un phare pour les peuples opprimés, un repère constant pour les causes justes. Sur les bancs des institutions internationales, Alger plaide inlassablement pour que le droit reste l'ultime référence dans le règlement des différends et conflits. Forte d'un peuple et d'une armée forgée, quant à eux, dans la douleur et ayant porté le poids des sacrifices, l'Algérie ne transige pas avec la loi internationale. Elle en défend l'esprit, celui d'un consensus né des ruines du monde bipolaire. Alger rejette la guerre, le chaos, le colonialisme et toute forme d'ingérence, leur préférant la diplomatie, le développement, le multilatéralisme et le non-alignement
comme instrument de stabilité et garant d'un ordre mondial plus équilibré. Dans cette dynamique, l'Algérie inscrit sa diplomatie dans son milieu naturel, une appartenance africaine dans une vision pragmatique et solidaire à travers le financement de projets structurants, corridors routiers, interconnexions électriques, partenariats agricoles et des programmes destinés au désenclavement des régions fragiles et en proie à la déstabilisation. Elle s'emploie à réduire les inégalités, les fractures et à favoriser l'intégration régionale. Soutenue par ses instruments publics de coopération et ses banques de développement, cette politique confère au pays un rôle moteur dans la prévention des crises et la consolidation d'une paix durable sur le continent, en dépit d'une conjonction des efforts insuffisants sur un échelon institutionnel. Ces principes fondent sa vision. Un ordre où la liberté des peuples, l'intangibilité des frontières, la souveraineté territoriale et celle des richesses naturelles sont consacrées. De la Palestine au Sahara occidental, de la situation en Libye et au Soudan, aux tensions entre la RDC et le Rwanda, des affrontements en Ukraine aux agressions sionistes au Moyen-Orient, les exemples abondent. Partout, la voix d'Alger résonne, y compris au sein du Conseil de sécurité, instrument suprême où se mesure encore trop souvent le rapport de force des puissants sur les faibles. Sans tirer une balle, sans déplacer un soldat en dehors de ses frontières et aux grandes dames des révisionnistes de l'histoire, l'Algérie reste fidèle aux principes fondateurs de sa révolution. Gardienne du temple du droit international, elle assume sans concession le mandat qu'elle s'est donné, défendre la paix et le droit, quoi qu'il en coûte. Allez, parlant énergie, le groupe algérien Sonatrach prend part aux travaux de la Semaine mondiale de l'énergie qui se tient à partir de ce mercredi jusqu'au 28 septembre à Osaka, au Japon, dans le cadre de l'exposition universelle Expo 2025 organisée sous le thème « Concevoir la société du futur, imaginer notre vie de demain ». La Semaine mondiale de l'énergie est l'une des principales plateformes réunissant des responsables gouvernementaux, d'organisations internationales et d'acteurs majeurs du secteur de l'énergie pour discuter des défis, des opportunités et explorer des solutions novatrices en vue d'accélérer une transition énergétique durable. Lutte antidrogue, la garde civile espagnole a annoncé avoir saisi dans 2 opérations distinctes plus de 6 tonnes de hashish provenant du Maroc et qui devaient être introduits en Europe. C'est ce qu'a indiqué le site espagnol ciudaddetarifaalminuto.com, précisant que ce nouveau coup de trafic de drogue dans les eaux du détroit de Gibraltar était d'une valeur marchande supérieure à 9 millions d'euros. Je vous en parlais en titre, près d'1 million de manifestants sont attendus dans toute la France demain, dont 100 000 rien qu'à Paris, lors d'une importante journée de grève intersyndicale, dont 100 000 donc rien qu'à Paris. Face à cela, un important dispositif sécuritaire, environ 80 000 policiers et gendarmes sont mobilisés sur l'ensemble du territoire. Les organisations syndicales appellent à faire grève et manifester pour contester des mesures budgétaires qualifiées de brutales annoncées cet été et que le nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu n'a pour l'heure pas écarté. Souhila Akilal. 8 confédérations syndicales appellent à une journée noire de grève et de manifestation. Cela touchera plusieurs secteurs vitaux, notamment les transports, avec des perturbations majeures sur le métro, le RER et les trains SNCF, avec de possibles annulations de vols, bien que le syndicat des contrôleurs aériens ait reporté sa grève au 7 et 9 octobre prochain. La capitale française devrait être particulièrement touchée par le mouvement. Des blocages routiers, notamment sur les autoroutes et les péages, sont probables, comme ce fut le cas le 10 septembre dernier à Rennes, Nantes ou sur la A20. L'éducation n'est pas en reste. La majorité des syndicats a appelé à la mobilisation dans un communiqué commun publié le 12 septembre dernier. La journée devrait donc être marquée par des perturbations dans les établissements scolaires, que ce soit dans les écoles, les collèges, les lycées et les universités.
Dans le secteur de la santé, des grèves massives sont également attendues dans les pharmacies, déjà fortement mobilisées cet été pour dénoncer la baisse de leur rémunération sur les médicaments génériques. Nombreuses officines pourraient à nouveau baisser le rideau jeudi. L'intersyndicale du secteur appelle à une journée de fermeture nationale des officines. La mobilisation du 18 septembre s'annonce bien suivie, avec près de 98% de pharmacies fermées, selon le syndicat USPO. La fermeture pouvant se prolonger au samedi suivant. D'autres secteurs sont également concernés, à l'instar de l'énergie, l'industrie et la fonction publique. Avec des actions locales, le mouvement Bloquons Tout, né sur les réseaux sociaux, prévoit d'amplifier ses actions avec des blocages non syndiqués. Fin de l'austérité budgétaire, abrogation de la réforme des retraites ou encore plus de justice fiscale. Les doléances des Français sont nombreuses. Ils ont choisi la rue pour se faire entendre. Mais le Cornu sera-t-il à l'écoute ? Et à la veille de cette journée de mobilisation sociale tendue, annoncée comme le premier grand test pour le nouveau Premier ministre, Sébastien Lecornu a reçu ses opposants politiques, à l'exception de la France insoumise qui a refusé l'invitation. La relation entre les Français et leurs institutions semble aujourd'hui rompue. Après des décennies de stabilité entretenue, le pays traverse une période de turbulence où les réformes libérales successives, notamment dans le domaine de la santé, des retraites et de l'éducation, ont provoqué le mécontentement des citoyens. Sous Macron, le fossé s'est creusé et la défiance est de plus en plus palpable. Tinhinan Makassi. Le divorce entre la Ve République et le peuple français semble aujourd'hui consommé. Un divorce marqué par un fossé sans cesse grandissant entre les aspirations populaires et les réformes libérales imposées par l'exécutif. Chef français. De Gaulle, en 1958, portait sur ses épaules l'espoir d'une France réinventée, d'une stabilité politique durable. 67 ans plus tard, la France semble se retrouver dans une situation de confusion et de mécontentement, où la promesse de stabilité s'effrite sous le coup de réformes qui touchent les piliers mêmes du modèle social français. Depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir en 2017, sa politique libérale a mis à mal de nombreux secteurs vitaux du pays. Les réformes successives du gouvernement, notamment celles touchant à l'hôpital, aux retraites, à la sécurité sociale et à l'éducation, ont provoqué une onde de choc parmi les Français. L'hôpital public, jadis l'un des fleurons du système de santé, est aujourd'hui en crise, avec des moyens en constante diminution et des personnels épuisés. Le projet de réforme des retraites a quant à lui profondément divisé la société, exacerbant le sentiment de déclassement et d'injustice parmi les travailleurs, particulièrement les plus vulnérables. L'éducation, un autre secteur clé du pacte républicain, n'est pas épargnée. La réforme des universités et la réduction des moyens alloués à l'éducation nationale ont fait naître un sentiment de révolte parmi les enseignants et les étudiants. Chaque réforme de Macron semble envoyer un message clair. Le modèle républicain, celui des services publics pour tous, est désormais remis en question. Mais plus qu'une série de réformes impopulaires, c'est l'incapacité des présidents français successifs à garantir la pérennité de leur mandat qui témoigne du fossé entre l'élite politique et le peuple. Depuis le début de la Ve République, tous les présidents réélus ont échoué à aller au bout de leur mandat, sans provoquer une crise politique après avoir perdu le Parlement. À l'heure où certains opposants appellent à la naissance d'une 6e République, l'échec de François Mitterrand, les difficultés de Jacques Chirac, le naufrage de Nicolas Sarkozy, le mandat chaotique de François Hollande et la fragilité de celui d'Emmanuel Macron témoignent de l'érosion de la confiance des Français envers leurs dirigeants. Je vous le disais en titre, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est dit prêt à rencontrer ses homologues américains et russes, Donald Trump et Vladimir Poutine, sous un format trilatéral ou bilatéral sans conditions préalables, mais a exclu la possibilité d'une réunion à Moscou. Et clap de fin hier sur le 5e festival culturel international du film d'Emadrassen à Batna, dans l'Est algérien, avec une cérémonie organisée en plein air, tout près du mausolée numide d'Emadrassen.
La 5e édition du Festival international du cinéma des Médrassen s'est déroulée dans de très bonnes conditions. Grâce à Dieu, toute l'équipe du commissariat est satisfaite du travail accompli durant cette édition. La préparation a duré plus de 7 mois avec un programme riche, mêlant cinéma, rencontres académiques, colloques et bien d'autres activités. Nous sommes vraiment satisfaits du résultat. C'était une belle édition par beaucoup d'aspects. Il y a encore beaucoup de travail. Je sais que les organisateurs manquent de moyens, que ça a été difficile. Mais on a vu des beaux films, le public était présent. Donc globalement, c'est positif. Voilà, et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous.